Elles s'appellent Ludivine, Juliette, Alexandrine, Marie-Christine, Fabienne ou Marie-Aimée. Elles sont vigneronnes, œnologues ou sommelières, reconnues en Bourgogne, en France et pour certaines largement au-delà. Aux antipodes de l'image d'Épinal du vigneron d'antan, mâle, bourru et un peu machiste sur les bords, elles présentent un nouveau visage de la Bourgogne, féminin et moderne. Longtemps bannies des caves et rejetées dans l'ombre de leur père, de leur frère ou de leur mari, les femmes sont désormais sur le devant de la scène, à la tête d'exploitations viticoles ou responsables de la vinification des vins. Grâce au combat de leurs aînés, elles occupent une position qu'elles n'ont jamais eue dans l'histoire du vignoble. Mais pour arriver aux places qui sont les leurs aujourd'hui, elles ont dû se battre plus que les hommes, faire preuve de plus de détermination, montrer plus d'envie. Et au passage, bousculer quelques habitudes et pas mal d'idées reçues. Alors nous allons sur la colline de Corton, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de récolter la parcelle des Cortons Grand Cru Les Bressandes. Voilà. Ludivine Griveau est la première femme à occuper le poste de régisseur des Hospices de Beaune depuis leur création en 1443. Œnologue, elle a la responsabilité des 60 hectares de premiers et grands crus vendus chaque année lors de la plus célèbre vente de charité viticole au monde. Regardez ce décor. On a quand même de la chance d'avoir un bureau, un bureau qui fait 60 hectares quand on travaille aux Hospices de Beaune. On y arrive. Elle a sous ses ordres une équipe de 23 vignerons, dont 22 hommes. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Et vous? Bah ça va. Quand je vois des beaux raisins comme ça, vous avez vu ces raisins là? C'est juste vraiment super. la perfection. C'est top, hein? Voilà. Bon, vous les chargez pas trop, hein? Non. Parce que ça va peut-être trier que cet après-midi. Ok. D'accord? Donc des fois, quand on est sur palette, après les palettes, elles écrasent, là, vous voyez? Tout ce qui dépasse, essayez de... Il y en a de la caisse. Donc faites, vaut mieux un peu plus de caisse moins lourde. Ok, ça C'est marche. nous aussi, d'ailleurs. Non? Ça marche. À son arrivée aux Hospices de Beaune en 2015, Ludivine Griveau a débarqué dans un milieu d'hommes, tous plus âgés qu'elle et plus anciens dans le métier. C'était dur déjà parce que l'institution, elle a toujours été moderne et avant-gardiste, tout en étant ancrée dans une histoire lourde et forte. Et étant la première femme ici à ce domaine, ça a déjà, voilà, c'était déjà un premier point. Mais c'est pas normal d'avoir à l'accepter. C'est comme ça, voilà. Or, il a fallu une phase d'acceptation. C'est un peu ça qui a été difficile, parce qu'on n'a pas envie de se faire accepter parce qu'on est un homme ou une femme. On a envie de se faire accepter parce qu'on est bon ou pas bon, mais parce qu'on montre ce dont on est capable. On est 23 vignerons et petit à petit, on s'acclimate à ce changement. Et bon, c'est sûr que ça n'a pas été évident pour Ludivine de se retrouver avec 23 hommes comme ça, d'un seul coup, qui ont leurs habitudes. Donc, mais bon, on s'acclimate et puis tout doucement, ça fait son chemin et ça se passe plutôt bien. On ne nous attend pas aux mêmes endroits. On nous attend sur peut-être une certaine résistance à de la pression. Physiquement, il n'y a aucun problème. Je veux dire que quand voilà, on ne nous demande pas de soulever des choses, des charges lourdes, on ne sait pas sur l'aspect physique. C'est plutôt sur l'aspect prise de décision, rapidité d'exécution, etc. Où là, ouais, on est un peu plus attendu. Ludivine Griveau n'est pas issue du monde du vin. Ses parents étaient commerçants et industriels. L'arrivée de cette jeune femme de moins de 40 ans aux Hospices de Beaune a bouleversé les habitudes et modifié certains comportements. Très bien. Obligatoirement une attitude un peu plus respectueuse du fait que ce soit une femme.
Pour moi, c'est ça. On est moins familier. Je tutoyais effectivement le précédent régisseur. Voilà, et là, non, je suis resté au vouvoiement. C'est vrai que ça change effectivement peut-être quelque chose quand même. On ne se fâche pas avec une femme. Ouais, on échange différemment peut-être. Ouais. La façon d'échanger peut être plus différente, Ouais, ouais. Ça, un peu différente, je sais pas. ouais. Ça efforce au calme et au respect, sans doute. Quelques kilomètres plus au sud, dans le village de Givry, une jeune femme de 29 ans dirige la manœuvre dans la cour de son domaine. Juliette Joblot a repris le domaine familial il y a 5 ans, après 4 générations d'hommes, dont son père, Jean-Marc, et son oncle Vincent, qui ont hissé le domaine au plus haut niveau de l'appellation Givry. 13-4. Bien. C'est parfait. J'avais une volonté en me disant quel bel outil de travail, on fait des vins fabuleux, on voit qu'ils sont bu dans le monde entier, donc ça rapproche les gens, on peut parler ce vin à l'autre bout de la planète, on parle un peu le même langage, donc c'était fabuleux à ce niveau-là. Mais voilà, la crainte de retravailler en famille, dans un milieu d'hommes, qui ont été élevés, mon oncle et mon papa ont été élevés à la valeur paysanne des choses. C'est-à-dire que la vraie valeur du travail, c'était la valeur du travail physique. Je me souviens de mon grand-père voilà, qui disait vendre le vin ou répondre aux clients ou parler du vin ou commerce, c'était pas du travail, quoi. On faisait ça les week-ends et puis les soirs. Voilà. Donc dans leur tête, ça a toujours été ça, cette partie où même aujourd'hui, on essaie de faire un peu de commerce, de faire un peu de marketing, voilà, de faire des jolies plaquettes pour que les gens soient contents d'ouvrir leurs nouveaux tarifs. Ça fait passer la vie de manière jolie. Ça, bon, je pense qu'ils trouvent ça tous ridicule, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Vas-y, on va pas y aller bien longtemps, mais on va y aller. Si, ça va tenir. On croise les doigts. Il doit rester 5 hottes. Quand on est une femme, on a l'impression qu'il y a des métiers qui nous sont interdits. Je pense que ça l'est moins qu'avant. Mais bon, disons qu'elles sont obligées d'être excellentes, voilà. Hein, elles auront gagné leur liberté quand même des femmes incompétentes font ce métier. Mais en tout cas, celles qui reprennent les domaines sont des fortes personnalités et on entend parler d'elles. Juliette, elle sait où elle va en tout cas. Sa forte personnalité, elle est en devenir. Hein. Mais il y a un bon terroir. Il y a un bon terroir. Ouais, on arrête. Tu pousses, Max ? Juliette Joblot est aujourd'hui la seule vigneronne à la tête d'un domaine sur les 40 vignerons de l'appellation Givry. Et si elle a fini par prendre ses marques, la reprise de l'exploitation familiale a été délicate. Ça s'est passé de manière compliquée avec justement ces deux personnes avec qui j'étais, mon oncle et mon père, qui avaient une éducation très paysanne, très rustique. Hein, voilà, on n'a pas trop de place pour la sensiblerie, pour les sentiments, on dit pas ce qu'on pense, on communique peu. Donc c'est très brut, quoi. C'est une dialectique très brute. Et c'est peut-être féminin, c'est peut-être une nouvelle génération, mais on a besoin de communiquer les uns les autres. Et ça a mis du temps, ouais, ça a mis du temps. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu apaisé entre tout le monde, c'est bien. Mais ça a mis 5 ans, quoi, à ce que ça se passe. À peu près bien. Qu'on arrête de se friter. Je pense que mon papa avait besoin d'avoir confiance. Il n'avait pas confiance, voilà. Peut-être pour ça que j'ai choisi un ami à l'époque qui était dans le vin. Je m'étais dit, s'il n'a pas confiance en moi, il aura peut-être confiance en lui. Voilà. Mais bon, rétrospectivement, c'était pas la solution. Aujourd'hui, voilà, j'ai un ami qui fait autre chose et c'est très bien comme ça. Ça me prouve à moi-même que c'est possible. Vous prenez un seau, un sécateur et puis vous faites ça. Ouais, bah ouais. Ou tiens, non, François, comme ça il portera pas le seau. Allez. À la différence de Juliette Joblot, Alexandrine Roy n'a plus rien à prouver.
Élue vigneronne de l'année en 2015, elle élabore des vins dont la réputation dépasse aujourd'hui largement les frontières de l'Hexagone. Elle a succédé à son père, Marc, en 2003, à la tête d'un petit domaine de 4 hectares sur la commune de Gevrey-Chambertin. Elle fait partie des rares vigneronnes, aussi intéressées par le travail de la vigne que par celui de la cave. Ah bah oui, non mais moi c'est ici que je me plais, hein. C'est pas dans le bureau à gratter des bouts de papier. Je suis quelqu'un du dehors, moi. J'aime pas être enfermée. Ça m'a toujours intéressée, mais au début, je pensais pas forcément en avoir la capacité physique, justement. Parce qu'on nous conditionne à dire que c'est dur, c'est dur, c'est dur, et qu'en gros, c'est pas spécialement fait pour nous, quoi. Et bon, bah, c'est vrai que mon père, c'est quand même quelqu'un de super robuste. Et quand même lui, je le voyais rentrer complètement à plat, je me disais, en gros, c'est bon, si lui, il est dans cet état-là, moi, je vais pas survivre. Mais du coup, la force physique que j'ai pas forcément comme lui, je la compense par des petites techniques, des petites astuces, quoi. On arrive toujours à trouver un moyen, quand on est moins costaud, de bouger les choses ou de lever les choses sans se fracasser le dos. Non. Il faut parvenir à être crédible. Et j'ai jamais joué justement sur le côté sexy de la vigneronne, la preuve. Moi, je suis plutôt sur les faits. Le vin, il est bon, ben voilà. Ça, c'est un fait précis, qui n'a rien à voir avec du maquillage ou le sexe de la personne. Parce que je trouve que c'est un raccourci un peu facile et puis pas forcément flatteur. Au-delà des clichés sur la force physique des femmes, qui leur interdiraient certains métiers, Alexandrine Roy a aussi dû surmonter les stéréotypes et les idées toutes faites qui assignent aux hommes et aux femmes des rôles bien précis dans le monde du vin. Parce que c'est pas toujours évident quand on a juste une fille de dire est-ce qu'elle va faire la vigne, est-ce que ça va s'arrêter, le domaine va s'arrêter là. Et bon, elle a repris ça très bien et c'est super. C'est super. Mon père sait tout faire sauf les garçons. Oh bah, on n'a pas eu trop de choix, une fois. Vous avez été déçu quand elle est née? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Il a failli la faire opérer. On va faire un garçon. Il en voulait pas. Il voulait un garçon. Si j'ai la chance aujourd'hui de faire vraiment la partie production, je pense, sans trop me tromper, que c'est parce que j'étais fille unique. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu un garçon, naturellement, on aurait plus porté les espoirs, entre guillemets, de travail physique, de vigne et de vin sur lui que sur moi. Parce que c'est des schémas classiques. Et parce que c'est comme ça que ça se passe. Alexandrine, Juliette ou Ludivine ne représentent plus des exceptions en Bourgogne, loin de là. De nombreuses femmes dirigent aujourd'hui des domaines viticoles ou travaillent comme œnologues dans l'élaboration des vins. Mais ce qui semble aujourd'hui une évidence ne l'était pas du tout il y a 2 générations à peine. Des femmes, il y en a pourtant toujours eu beaucoup dans les vignes. La taille, les bourgeonnages, les vendanges, beaucoup de travaux viticoles, souvent pénibles, étaient assurés par les femmes, et depuis très longtemps. Mais elles restaient toujours dans l'ombre, jamais sur le devant de la scène. Il y a 50 ans à peine, les femmes qui avaient leurs règles étaient toujours interdites de cave en Bourgogne,
au nom de vieilles superstitions qui prétendaient qu'elle risquait de faire tourner le vin. Pendant longtemps, le terme vigneron ne s'est conjugué qu'au masculin, et imaginer une femme diriger un domaine viticole était simplement impensable. Becky Wasserman a débarqué en Bourgogne en 1967, aux côtés de son mari, artiste peintre new-yorkais. Elle découvre alors le monde du vin, et celui-ci va devenir une passion dévorante. 10 ans plus tard, elle est la première femme à exporter des vins de propriétaires aux États-Unis. Voilà. Le début des choses. 79. La société a été née le 18 mai 79, effectivement. Becky Wasserman fait partie du petit groupe très fermé des femmes pionnières qui ont osé s'aventurer dans un monde alors exclusivement masculin. Presque tous les interlocuteurs avec qui elle travaille alors sont des hommes. Aux États-Unis, il y avait eu une seule femme qui était sommelière. Une femme très digne dans le Michigan. Elle était superbe. Assez des femmes quand même dans ce qu'on peut appeler les relations publiques. Quelques femmes dans les magasins, mais dans le travail, pas beaucoup. Zéro, d'ailleurs. Mais ici aussi, c'était un peu la même chose. Il y avait eu 2 ou 3 femmes qui ont hérité des domaines et qui ont vraiment travaillé avec, mais pas ce qu'on appelle aujourd'hui une vigneronne. C'était des personnes, des femmes qui ont dirigé des entreprises, mais pas femmes vignerons, c'est-à-dire tracteurs, cuveries, etc. Non. Becky Wasserman a vécu le moment où les choses ont commencé à bouger. Elle a vu les mentalités évoluer peu à peu et un nouvel avenir s'ouvrir pour les femmes dans le monde du vin. Certaines jeunes femmes ont dit à leur père, ça c'est ridicule, on va venir dans le cuverie, on voudrait travailler. Et ça c'était à peu près dans les années 80 quand même. C'était les commencements des choses. Et quand ça a commencé à ouvrir pour les femmes, les portes étaient ouvertes très rapidement, mais grâce à des personnes qui ont lutté, et pour être respectées. Le village de Vaune-Romanée, au cœur de la Côte de Nuit, abrite aujourd'hui plusieurs domaines dirigés par des femmes. Parmi ces domaines, celui des Sœurs Mugneret, comme tout le monde les appelle dans le milieu, présente la particularité rarissime d'être un domaine 100% féminin. Si tu veux, moi, tu fais les dessus, puis moi je vais faire en bas parce que j'ai la lumière. Oui. Hein, donc, ce sera plus simple. On travaille en solo là-haut. Oui. Je me débrouille toute seule. Tu vis ta vie là-haut. Par contre, je te laisse peut-être assister ta maman là pour le nettoyage. Et moi, il faut que j'aille chercher mon petit trépied pour faire la rangée du milieu. Dans cette cave, nous sommes 3 générations. Maman, Jacqueline, Marie-André et moi, ses filles, et Lucie, notre fille, donc la petite fille de Jacqueline. Et voilà, 3 générations qui travaillent. Alors maman, plus maintenant, mais qui ont travaillé ou qui travaillent actuellement dans la cave. Et on a besoin d'un peu plus. En 1988, à la suite du décès prématuré de leur père, Marie-Christine et Marie-André Mugneret se sont retrouvées brutalement aux côtés de leur mère, Jacqueline, aux commandes du domaine familial, à une époque où très peu de femmes encore dirigeaient des exploitations viticoles. Tu me la mets derrière là.
ou carrément sur le, tu vois. La première récolte, 89, a été un millésime assez difficile parce qu'il faisait très très chaud. Et il a fallu improviser pour rentrer une vendange pas trop chaude. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils auraient fait, comment est-ce qu'ils auraient géré. Et puis... Ça, je crois que ça a été un peu notre force d'être toutes les trois, c'est qu'on arrivait à se supporter dans le bon sens du terme, vraiment à céder, et face à des situations qui n'étaient pas toujours faciles. Il y a eu des grands moments de découragement. On s'est senti investi d'une mission qui était de poursuivre le travail des grands-parents et de le faire le plus logiquement possible. Et ça s'est fait naturellement. Voilà. Mon mari avait quand même un aura particulier en tant que médecin et en tant que vigneron. Il avait une personnalité. Et je pense que mes filles en ont bénéficié. C'était les filles de Georges Mineret. Voilà. C'était une carte de visite, en quelque sorte. Et ça leur a permis, après, de se faire un nom à elles dans le métier. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est que quand papa est décédé, il avait quand même organisé les affaires de telle façon que le domaine était vendu. Lui connaissait la difficulté du métier, l'investissement que cela demandait, et il avait dit « c'est pas que je ne vous sens pas capable de le faire, mais vous allez laisser votre vie de famille ». On s'est lancé. Toi tu es, puisque moi j'étais étudiante, toi Lucie était née, et on a décidé, le domaine serait fermé le mercredi. Parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, on va, quelque part, on va exaucer le souhait de notre père en disant, voilà, on va essayer de lier les deux, la vie de famille et ça sera possible, on verra. Marie-Christine et Marie-André Mugneret ont relevé le défi et assuré la pérennité du domaine. Oui. Tati, oui, de toute façon, je ne sais pas si tu as remarqué, Lucie, pour faire du vin, il faut vraiment l'œil et l'oreille. L'oreille, le goût et l'odorat. En septembre, Lucie, la fille aînée de Marie-Christine, est revenue sur l'exploitation pour reprendre le flambeau. Et à nouveau, une génération exclusivement féminine va prendre la direction du domaine. Pour l'instant, moi, je suis le modèle qu'ont commencé mon grand-père, puis ensuite ma mère et ma tante. Mais c'est vrai que dans un certain sens, ça peut mettre la pression sur... voilà, nous, on est la 5e génération avec ma sœur et mes cousines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, faire tout en préservant le domaine que les générations précédentes nous ont transmis pour qu'elles soient toujours, je dirais, fières de nous et pour continuer à perpétuer ce beau domaine viticole. Au début des années 90, l'expérience des sœurs Mugneret a prouvé à une nouvelle génération de femmes qu'elles pouvaient exercer le métier de vigneronne à l'égal de leurs homologues masculins. À Givry, Juliette Joblot a fini par prendre ses marques dans le domaine familial. C'est elle qui prend aujourd'hui toutes les décisions à la vigne, dans l'élaboration des vins ou pour leur commercialisation. On travaille sur la plante, après on fait les plombiers. Et après on parle de vin, on le vend. On voyage un peu. C'est un beau métier, oui. Il lui a fallu du temps pour imposer ses idées, se faire accepter de tous et venir à bout des dernières résistances. En 2010, j'ai travaillé dans les rails du domaine Joblot. Voilà, donc on a fait comme on faisait. Hein. De toute façon, il fallait que je voie d'abord, c'était une évidence de toute façon. Et puis en 2012, j'ai commencé à proposer d'autres choses, des petites choses, hein, des petits réglages au début. Puis ça a été compliqué de les mettre en place, il a fallu se batailler un peu, mais on y est arrivé. Voilà. Et en 2012, j'ai pu enfin m'occuper, j'ai commencé par les blancs, vraiment où j'ai changé tout de A à Z. Ils ont bien voulu, donc j'en suis contente, le résultat est là. Je pense qu'ils ont progressé, il me semble.
Et puis voilà, petit à petit, depuis 2012, je change des petites choses sur les vins, surtout en rouge maintenant, où je pense encore un peu de boulot, quoi. L'idée, c'est de garder la trame parce que j'aimais les vins que mon papa faisait. Mais on a toujours un moyen de se perfectionner, de garder cet esprit vin de garde et en même temps de dire peut-être que sur la jeunesse, ils peuvent être peut-être plus aimables encore. Tu vas me le mettre, comme ça on ne mélange pas nos deux cuvées, tu me le mets entre les doigts. Hein? Non, un peu trop en arrière. Ouais. Tiens. C'est visuel. C'est visuel que ça soit joli quand on descend. Il y en a qui le font au cordeau, mais nous on le fait à l'œil. Il faut que ça séduise l'œil. J'essaye de gérer tout ça, de gérer une boîte, de gérer des gens, de reprendre aussi, parce qu'on récupère des salariés qui étaient là déjà, sous mon papa. Et, enfin, avec mon papa au domaine, et moi j'arrive, quoi. Je suis la fille d'eux, bon, j'ai fait des études, ça me rend un peu plus crédible, mais je reste la fille d'eux, quoi. Donc on a bossé ensemble dans les vignes, on a fait 3 saisons comme ça, où j'ai bossé avec eux au quotidien. Et puis après, j'ai pu prendre un peu de recul, et puis m'occuper plus de la partie gestion, partie commerce, etc. Ça s'est installé comme ça. Et au niveau des clients, je pense que c'est là où ça a été un peu plus compliqué quand même. J'ai quelques clients un peu macho ou misogyne, j'en ai quelques-uns, ouais, encore qui me parlent assez mal. Qui me parlent assez mal en me disant votre papa, je voudrais votre papa, ou dans un sens que là je sens bien que c'est le côté féminin, ouais, qui veulent clairement pas traiter avec une fille, voilà. Bonjour ça va Ludivine. Voilà. Super. L'eau de la roche. C'est quand même beau ça. Dans la cuverie des Hospices de Beaune, Ludivine Griveau, la régisseuse, a rejoint les tables de tri qu'elle observe d'un œil particulièrement aiguisé. On est un petit peu en dessous du rendement. Alors c'est à qui ça? C'est vous? Pourquoi vous jetez ça? Il vous plaît pas celui-là? C'est pas mon endroit. J'ai dit dans tout on jette. Ouais, mais quand c'est pas mûr. Là, c'est juste pas beau. Parce que le raisin, il a une petite imperfection, ou il a... Voilà, c'est quand c'est pas mûr. D'accord? Mais là, c'est mûr, hein. Si ça vous froisse pas, on va repasser cette caisse-là. Hein? Vous prenez pas mal? Non, non. C'est complètement humain et ça arrive très souvent, mais on voit qu'au fil des heures ou des jours, les équipes deviennent trop sévères. En fait, c'est une déviation complètement naturelle. On la voit, voilà, c'est pas la première caisse qu'on passe, ce sera pas la dernière. Et du coup, ça réétalonne un peu tout le monde. Voilà, et ça, c'est aussi mon rôle. Bon, bah c'est bien là. C'est tout bon là? C'est pigé? Ça va? Attends, je vous ramène la caisse. Je me sens à ma place, je me sens dans mon élément. La vinif, c'est l'aboutissement de tout le travail d'avant, bien sûr, mais c'est encore autre chose. C'est un peu plus de soi, c'est un peu plus d'introversion. Sans parler de fort ou pas fort, mais il faut déjà un tempérament assez disponible. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps et beaucoup de sujets. On passe d'un sujet à un autre très vite. Et les gens qui sont en face... Merci, hein. Tu pouvais pas me prévenir, hein. T'as fait exprès, hein. Tu me prends pour une stagiaire que tu visutes, en fait. Allez, recule. File. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est d'abord de la disponibilité parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et du coup, il faut un tempérament avec du sang-froid. Voilà. Et puis après, ouais, il faut du carafon pour mener les hommes et les femmes. Ça va? C'est pas si évident dans l'esprit des gens qu'un petit bout de bonne femme puisse prendre un poste déjà aussi prestigieux, en plus un poste exposé
et en plus un poste technique. Alors effectivement, très vite, cette attente de la part de l'équipe, chez moi en tout cas, ça a généré le fait de vouloir prouver plus, faire plus, leur montrer que j'étais quand même capable, malgré peut-être des inquiétudes. Il n'y a pas eu de réticence, mais il y avait des inquiétudes. Non, mais il vaut mieux qu'ils mettent leurs raisins sur des palettes comme ça. Nous, après, on trouve... des palettes en bois. Moi, je ne veux pas du tout me placer en situation de victime. Il n'y a aucune victimisation. C'est vraiment pas mon tempérament. Maintenant, il faut dire les choses. Ouais, on en bave à des postes comme le mien. Mais en même temps, quand on fait ses preuves, même s'il faut les faire 10 fois plus, au final, on les fait. Et au final, on arrive à avoir un peu ce pied d'égalité. Voilà. On repart un peu tous sur la même ligne. Si elles ont dû lutter, et même si elles doivent parfois le faire encore pour gagner leur place, les femmes semblent aujourd'hui solidement installées dans le monde du vin, dans une Bourgogne encore profondément marquée par ses traditions. Une question se pose alors, les nombreuses vigneronnes qui travaillent aujourd'hui en Bourgogne font-elles le vin différemment de leurs homologues masculins ? Alors ça, c'est une grosse légende de dire « Ah, ça c'est un vin de femme, ça c'est un vin d'homme ». Parce qu'alors franchement, pour se planter, il n'y a rien de tel. Alors après, il y a toujours des raccourcis possibles, de dire « Ah, c'est plus élégant, c'est plus ci, c'est plus ça ». Donc on sent que c'est une femme qui a fait ça. Sauf que des fois c'est vrai, et puis des fois ça ne l'est pas. Et moi, je connais des femmes qui vinifient des vins très, très durs, tanniques, avec beaucoup de matière, beaucoup d'extraction. Et voilà, c'est vraiment plus une question de style et de préférence. Le vin, c'est revisité et c'est jamais la même chose de toute façon. Donc moi, j'ai juste repris la trame de départ qui me plaisait énormément. Puis après, j'ai fait à ma sauce, comme on dirait. Après, souvent, ce qui ressort, c'est que y a plus, peut-être dans ce que je fais, de finesse et d'élégance. Bon, c'est possible. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du ressenti propre à la personne. Moi, j'ai peut-être pas le recul pour le voir parce que de ce que je lis, les articles qui sortent depuis un certain nombre d'années, depuis que je refais les vins, on dit touche de féminité notable, etc. Donc peut-être que j'essaye de faire des vins un petit peu plus ronds, moins austères, mais peut-être ça, peut-être dans l'idée de quand même faire des vins un peu moins stricts, ouais, que faisait mon papa. Ça, c'est sûr. Après, s'il avait eu un fils, il aurait eu la même idée, peut-être. Fantasme ou réalité, les vins de femmes sont devenus à la mode. Fabienne Parra a été l'une des plus jeunes sommelières de Bourgogne au début des années 80. Il y a 3 ans, elle a ouvert son bar à vin, qui est devenu rapidement un lieu incontournable des soirées beaunoises. Parmi les 1200 références de vins qu'elle propose, on trouve de nombreux vins de vigneronnes. Moi, j'aime beaucoup les vins de femmes. J'aime les vins d'hommes, bien sûr, mais j'aime beaucoup les vins de femmes. Et j'en propose quand même quelques-uns. Donc, je suis ravie aussi de mettre en exergue les vins faits par les femmes. Donc, c'est bien, c'est mieux. Je sais pas, y a un côté, alors on va dire féminin, c'est le côté un peu... c'est un peu bête de dire ça, mais je sais pas, on reconnaît toujours la patte d'une femme. Il y a toujours une petite finesse, une élégance qu'on n'a pas forcément chez les vins faits par les hommes, quoique... Il y a toujours des exceptions. Mais je trouve, oui, je sais pas, j'ai un côté sentimental aussi. Ça me plaît. Ça me plaît. Puis il y a des nanas qui sont super. Vraiment des super vigneronnes qui font du vin extraordinairement bien, travaillent bien leur vigne, qui se défendent. Et puis c'est pas évident d'être dans un monde d'hommes, parce que j'en fais partie. Et les gens perçoivent ça très bien. Je crois qu'il y a même une curiosité pour certains. Voilà. Merci Fabien. Je t'en prie. Les gens, des fois, sont surpris du côté qualitatif
ce qui est un peu bête, mais et on a toujours l'impression que les femmes font moins bien, alors que des fois elles font même mieux. Les femmes sont là et je trouve qu'elles ont pris leur place. Et c'est maintenant naturel. À une époque, c'était un peu l'oiseau rare. On va dire la curiosité, maintenant, ça devient vraiment plus naturel. On ne s'étonne plus d'avoir un vin de femme, beaucoup moins qu'il y a 5-10 ans. Merci les gars, merci, bonne soirée. Allez, à la semaine prochaine. Donc cet après-midi, l'objectif, ça va être de compléter les fûts, puisqu'on perd un volume d'environ 5% par an de vin. Vous prenez la houillette, donc qui contient le vin qui nous permet de compléter. Au lycée viticole de Beaune, les futures générations de vigneronnes, qui marcheront un jour dans les pas de Juliette Joblot ou Alexandrine Roy, apprennent leur métier. Un quart de jeunes filles occupent les places en formation viticulture-œnologie, aux côtés d'un contingent qui reste encore largement masculin. Toutes les filles inscrites dans cette formation savent parfaitement pourquoi elles sont là. Elles sont souvent plus motivées que les garçons et déterminées à faire leur place dans ce milieu. Pourtant, à les écouter, certains clichés semblent avoir la vie dure. Déjà, quand on reprend des exploitations, quand on est fils d'eux, c'est déjà dur. Mais alors, quand on est des filles, il faut faire 2 fois plus d'efforts. Enfin, montrer qu'on peut en faire autant que les hommes, autant dans la vigne qu'à la cave, qu'on peut porter, qu'on peut en faire autant. Qu'on peut travailler. Et c'est tout aussi dur de faire sa place, même au niveau des autres récoltants autour de chez nous, même au sein d'une famille, ça peut être dur. Nous, on a la chance d'avoir un père qui nous soutient, mais c'est peut-être pas partout pareil. C'est vrai que l'éthique dans les familles, c'est plus le fils qui doit reprendre et généralement, nous, on voit ça chez nous, c'est que notre frère s'est destiné à un autre métier, on avait un grand frère, alors que c'était lui qui portait l'image de la famille, tout le monde reposait, ça reposait sur ses épaules. Mais finalement, c'est 2 sœurs jumelles qui vont reprendre le domaine et ça impressionne, plus que ça dérange. Tout à fait. Mais ça surprend. Moi, j'ai un grand frère aussi, et lui, il a toujours voulu être dans le vin, moi, c'est assez récent. Et ça a surpris mon grand-père que je veuille faire du vin, mais mes parents, pas du tout. Et oui, donc nous, on va reprendre à 2, donc ça va se faire très bien, je pense. Pour Nathalie Madon, la directrice adjointe du lycée viticole, les filles sont aujourd'hui parfaitement légitimes dans le monde du vin. On forme des futurs viticulteurs, viticultrices, œnologues. Et on se rend bien compte qu'à la base, dans notre formation, il y a une égalité de traitement des étudiants, quel que soit leur sexe, et on arrive à des résultats aux examens qui sont complètement équivalents, voire même parfois supérieurs pour ces jeunes femmes. Vas-y. Ça fait penser. Ces jeunes filles n'ont plus de chemin à parcourir. Je dirais que c'est à l'inverse. Ce sont les professionnels aujourd'hui, le monde masculin qui a accepté, et c'est eux qui ont encore un long chemin à faire, puisque en termes de compétences, on arrive à une égalité avec les hommes. Et aujourd'hui, de nombreuses femmes l'ont quand même prouvé dans le monde de la viticulture. Et les jeunes filles n'ont plus rien à démontrer. Ce sont plutôt les hommes qui doivent faire ce chemin vers ces jeunes filles. Les vigneronnes n'ont désormais plus rien à prouver, ni dans les caves, ni dans les vignes. Leur capacité à faire du vin, pour certaines leur talent, est reconnu de tous. Chacune à leur manière, elles apportent une sensibilité différente et complémentaire à leurs homologues masculins. Mais à la différence de ces derniers, on leur demande aussi toujours une chose supplémentaire: concilier ce métier totalement accaparant et une vie de famille équilibrée.
Chez Alexandrine Roy, le vendredi est un jour particulier qu'elle réserve à sa fille, Romanée, âgée de 2 ans. Tu fais comme ça? Allez. Voilà. Tu fais toute la table comme ça. Ça va déjà t'occuper un petit moment. Bon, alors, on en est où? Alors, concentrons-nous. C'est pas le tout, faut que maman elle travaille aussi un peu. Je pense que on a bien réussi à organiser aussi notre emploi du temps de façon à ce que chaque personne et chaque élément ait sa place. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est là que le travail s'en trouve négligé, et c'est pas parce qu'il y a du travail qu'elle est négligée également. On a essayé de trouver un bon équilibre justement pour qu'elle soit bien et qu'elle puisse profiter de ses parents. Parce que le danger avec des métiers comme on a, c'est tellement énergivore que le risque c'est de passer à côté. Oui, c'est moi. Dis donc, tu pourrais essayer d'être au domaine pour midi moins 10 parce qu'on a rendez-vous avec... Donc c'est pour ça que le vendredi, c'est la journée que je passe au bureau, donc avec des alternances de rendez-vous clients, de rédaction de mails, de réponses. Et comme ça, ça me permet de profiter d'elle également et d'avoir la continuité sur le week-end. Donc en fait, on passe vraiment 3 jours ensemble, quoi. Bon, alors, tu sais pas? Tiens, regarde ce qu'elle va faire, maman. Elle va te descendre. Allez. C'est ça, il y a la petite sœur qui est en route, qui est prévue pour le 1er mai, mais qui sera, à mon avis, là, un petit peu avant, vu ses dimensions. Oui. Mais il est là, le bébé. Hein? Bon, je me dis qu'on a réussi à s'organiser pour la première. Bon, en théorie, c'est des choses qui doivent venir assez naturellement, peut-être, je pense. C'est... Ouais, faut anticiper, en fait. Faut pas se retrouver au dernier moment complètement à la ramasse, à dire « Oh là là, comment je vais faire pour la garde ?» Est-ce qu'on demande à un homme s'il arrive à concilier sa vie de papa au travail? Jamais. Jamais on ne pose cette question. Au demeurant, c'est bien, parce que ça veut dire que on attribue aux femmes ce mérite supplémentaire, celui d'y arriver quand même. J'ai réussi à faire la rentrée scolaire, absolument. Et c'était le 4 septembre, jour où on était en vendange. Et j'ai dit au bureau, je vous préviens, demain matin, je ne suis pas là avant 10h. Je fais la rentrée. Je n'ai pas fait tout à fait la fin de la réunion de présentation de la classe de 6e, pardon. Mais j'avais prévenu la directrice d'établissement et ma fille qui est rentrée en 6e. Donc ouais, je n'ai jamais raté aucune rentrée. Et il est hors de question que j'en rate une seule. Le 3e week-end de novembre, la ville de Beaune ne vit plus que pour la vente aux enchères des hospices, la plus célèbre vente de charité viticole au monde. Chaque année, les vins du domaine sont vendus aux enchères à des amateurs venus du monde entier pour financer l'hôpital de la ville et des associations caritatives. Pour Ludivine Griveaux, c'est à la fois le début d'un marathon épuisant, l'aboutissement d'1 an de travail et un examen de passage renouvelé chaque année. Je vais vous dire, sur ces genres de millésimes un peu précoces, on n'a pas du tout les mêmes équilibres acides sur 2017. Je savais qu'il fallait vous plaire, ça. Parce que vous m'avez à peu près dit... voilà. Mais c'est aussi mon job de cibler quand même ce que vous me dites. On ne peut pas la confondre avec son prédécesseur. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte m'intéresse énormément. Donc on va voir au fur et à mesure du temps les produits, les résultats de ce qu'elle fait, mais c'est intéressant. On sent qu'il y a plus d'une génération d'écart, une formation internationale magnifique. Et puis une sensibilité féminine peut-être. Peut-être qu'elle vinifie légèrement différemment. Alors cette dégustation, elle est majeure pour la réussite de la vente de demain parce qu'en fait, les gens goûtent, ils se font leurs avis, on prend des ordres d'achat en direct, on oriente les dégustateurs, on sait quand ils commencent à avoir aimé telle ou telle cuvée, on leur dit bon vous avez dû aimer une telle et une telle autre. En général, on se trompe pas trop parce que comme on a fait les vins,
voilà, on est capable de les accompagner aussi et puis de les rassurer parce que c'est toujours un moment un petit peu important pour eux. C'est une aventure d'acheter une pièce aux Hospices de Beaune. Enceinte ou non, Alexandrine Roy continue d'aller tailler ses vignes tant qu'elle peut le faire, comme elle l'avait déjà fait pendant la grossesse de sa fille aînée. Si j'étais affalée dans mon canapé, déjà je serais très malheureuse. Ensuite, je ne serais pas dans cette forme physique-là. Franchement, quand elle ne bouge pas, j'en oublie que je suis enceinte. Quand ça ne bouge pas, l'encombrement est là, mais sans plus. Non, je fais mes trucs, j'y pense même pas, quoi. Donc c'est super. C'est super. Regardez ça comme c'est joli, on dirait qu'ils se font des bisous. J'adore ces deux-là. Moi, je sais que je suis jamais plus heureuse qu'après une bonne journée de vigne à me dire « Oh là là, j'ai bien avancé, je suis contente, ça s'est bien passé. » Voilà, on est content de son travail. Et ça, c'est essentiel, quoi. J'ai vraiment fait ma vie telle que je la voulais. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Ça, c'est pas courant, hein. J'ai fait que des trucs qui m'ont plu à moi, en fonction de ce que j'avais décidé. Donc, tu vois, j'ai pas le droit de me plaindre à aucun moment, hein. C'est juste la vie dont je rêvais. Vous étiez déjà venu? Oui. Il y a quelques années. Il y a 10 ans, oui. Ouais, c'est ça, hein. C'était le papa. Oui, oui, c'est sûr. À Givry, Juliette Joblot poursuit sa route, tranquillement. C'est elle qui fait maintenant déguster les vins du domaine aux acheteurs particuliers qui se présentent au caveau. Oui. C'était bien 2007. C'était super. C'était Ouais. 2008. Ouais. Voilà. Bon, j'ai vraiment changé à peu près tout dans les blancs et dans les rouges. L'idée est toujours de faire des vins de garde, mais de les rendre un peu moins cisterciens, jeunes. D'accord. Voilà. Et vous êtes qui? Moi, je suis qui, moi, Moi, je fais les vins depuis 2012. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis la fille de Jean-Marc. Après 4 générations d'hommes, Juliette Joblot est en train de réussir son pari, conjuguer la réussite du domaine au féminin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette. Globalement, je pense que les gens trouvent ça chouette, en fait. Je pense que c'est que du positif. Et ça va être de plus en plus du positif que d'être une femme qui fait du vin. Ça montre que c'est possible, quoi. Parce que ça avait l'air tellement impossible il y a quelques années. Voilà. Bon, il faut être entouré de trois gars costauds, mais pour certaines choses. Mais bien sûr, c'est possible. Et donc nous vendons le 127 maintenant. Et nous débutons à 16 000 par monsieur. C'est bien vu. 500 par madame. Voulez-vous 17 000, monsieur? Non? À 16 500, j'adjuge. Dimanche, 14h, la vente aux enchères des Hospices de Beaune démarre et elle va battre pour la 3e année consécutive un nouveau record. Adjugé 10 500 au 125. Ludivine Griveau, elle, a terminé son travail. À la fois héritière des générations précédentes et pionnière dans une institution de la Bourgogne viticole, elle a réussi à faire taire tous les doutes sur sa capacité à assumer ce poste prestigieux. Pour ouvrir ces portes-là et puis pour les maintenir ouvertes, on a autant besoin de l'effort des femmes pour nous imposer, pour faire en sorte qu'on soit admises, acceptées. Mais il faut quand même rendre hommage à tous les hommes qui nous aident à les tenir ouvertes et à les pousser, ces portes, parce qu'on n'est quand même pas toutes seules. Et il y a une majorité d'hommes dans le monde du vin qui se réjouit d'avoir des femmes à leur côté. Et il y en a même une majorité qui maintenant sont capables de dire qu'ils s'en fichent complètement. Voilà, parce pour eux, c'est plus une question de genre, c'est une question de compétence.
Et puis, il y a tous ceux que ça dérange encore, pour des raisons qu'on peut comprendre, que je n'admets pas, mais que je peux comprendre, parce que j'ai presque envie de leur dire que c'est pas de leur faute, c'est ce qu'on leur a toujours dit, c'est ce qu'on leur a toujours mis en tête. Donc, à nous de mettre en tête autre chose dans la tête de ceux qui arrivent. Voilà. À Givry, Juliette Joblot aura bientôt une consoeur aux commandes d'un autre domaine. Lorsqu'elle aura terminé ses études au lycée viticole de Beaune, Marie-Aimée Bordeaux-Montrieux rejoindra l'exploitation familiale aux côtés de son père et de son frère aîné. Sans le moindre doute sur ses capacités à y trouver sa place. Ça demande de l'entraînement, de l'expérience et tout, mais une fois qu'on a les techniques, une fois qu'on sait comment s'y prendre, il n'y a pas de raison qu'une femme y arrive moins bien qu'un homme. Hein. Il suffit juste de prendre le pas, quoi. Et moi, je suis très heureux qu'il y ait de la suite derrière. Hein. En plus d'eux. Voilà, parce que quand il n'y a plus personne, c'est vendu, c'est fini. Il y a de la fierté, oui, puis on comprend pourquoi on continue, on travaille. Ah oui, c'est merveilleux. Hein. Personne ne sait aujourd'hui combien de femmes dirigent des domaines viticoles en Bourgogne. Mais une chose est sûre, les nouvelles générations de jeunes filles n'hésitent plus à s'inventer une vie au milieu des vignes ou dans les caves, sous les yeux souvent émerveillés de leur père. En 50 ans à peine, la place des femmes dans le monde du vin a changé radicalement et elles ont désormais entre leurs mains une partie de l'avenir du vignoble bourguignon. Après, on va partir aussi, faire ce stage.